Mesdames et messieurs, bonjour. Chers internautes, bonjour. Bienvenue au compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour, compte-rendu que je vais à présent vous donner. Ce mercredi 30 octobre 2024, s'est tenu un Conseil des ministres de 11h à 13h30 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les délibérations de ce Conseil ont porté sur 20 points, répartis comme suit. 14 mesures générales, dont 2 projets de loi et d'ordonnance, 12 projets de décret et 6 communications. Je voudrais à présent évoquer avec vous, mesdames et messieurs, chers internautes, les points qui ont été abordés au cours de ce Conseil. Au titre du ministère de la Transition numérique, en ce qui concerne le premier projet de loi, au titre du ministère de l'Environnement, du développement durable et de la transition écologique, le Conseil a adopté un projet de loi relatif à la lutte contre les changements climatiques qui affectent significativement notre pays ces dernières années. En effet, les changements climatiques perturbent d'une manière inquiétante l'équilibre écologique et la vie socio-économique, avec des menaces graves et grandissantes sur le bien-être et la santé des populations. Ce projet de loi vise, par conséquent, à renforcer le dispositif existant d'adaptation et d'atténuation des effets de ces perturbations climatiques, conformément aux engagements internationaux du pays. Il organise, à cet effet, les principes généraux de la gouvernance climatique, de la participation des populations, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la mobilisation de la finance climatique. En outre, il prévoit diverses structures climatiques, dont une instance de concertation et d'orientation sur la lutte contre les changements climatiques, ainsi qu'une structure technique et opérationnelle chargée du pilotage de l'action climatique et des marchés carbone. Au titre du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance portant modification des articles 3 et 17 de l'ordonnance du 2 août 2017 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, mais aussi entre les autorités administratives. Elle abroge également l'article 50 de la loi du 30 juillet 2013 relative aux transitions électroniques et le projet de loi de ratification y afférent. Cette ordonnance intervient dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de cybersécurité 2021-2025 qui préconise une meilleure coordination des actions de lutte et de protection des systèmes informatiques en vue de préserver la stabilité socio-économique du pays contre les menaces de cybersécurité en perpétuelle évolution. Elle confie, à cet effet, les attributions liées à la lutte contre la cybercriminalité, à la sécurité et à la protection des systèmes informatiques, précédemment dévolues à des organismes distincts, à une seule structure unique dédiée à la sécurité des systèmes informatiques. Ainsi, toute disposition dans la législation nationale attribuant des missions de cybersécurité à tout autre organisme sont abrogées. Toujours dans le cadre des mesures générales, après avoir évoqué ces projets de loi et d'ordonnance, je voudrais maintenant aborder avec vous, mesdames et messieurs, les projets de décret
qui ont été adoptés au cours de ce Conseil. Au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la commission de réforme et un décret portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la commission administrative de recours. La commission de réforme et la commission administrative de recours sont des organes consultatifs placés auprès du ministre chargé de la fonction publique par le statut général de la fonction publique pour donner avis et orientations sur la prise de décision relativement à la gestion de carrière et conditions socio-économiques des fonctionnaires et agents de l'État. Ces décrets réorganisent ces 2 organes consultatifs d'importance de façon à améliorer l'efficacité et le professionnalisme de la fonction publique et à promouvoir un sens de responsabilité plus élevé dans les services publics. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant dissolution d'associations d'élèves et d'étudiants. Compte tenu de la souplesse de la législation relative à la création des associations, qui se forment librement sans autorisation préalable, de nombreuses associations d'élèves et d'étudiants se sont créées et exercent dans les établissements d'enseignement. Toutefois, ces associations, notamment celles à caractère syndical, s'adonnent de façon récurrente à des dérives graves dans la conduite de leurs activités. L'opération diligentée récemment par les autorités universitaires en vue d'assainir les résidences et les cités universitaires a permis de découvrir en ces lieux de nombreuses armes blanches utilisées pour commettre des crimes et semer le désordre sur les campus universitaires et même au-delà de la sphère universitaire. En vue de préserver l'ordre et la sécurité publique et de garantir durablement le calme et la cohésion sociale dans les espaces scolaires et universitaires, ce décret dissout toutes les associations d'élèves et étudiants à caractère syndical créées et exerçant dans le monde scolaire et universitaire en application de l'article 22 de l'ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation de la convention de concession pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation et le transfert d'une centrale solaire de 50 MW dans la région du Tchologo à Kong. Convention Kong solaire, c'est le nom donc de cette structure. Cette convention a été signée en juillet 2024 avec les sociétés Kong Solaire. Elle prévoit une production annuelle de 92 304,36 MWh avec un ratio de performance de 84,44% et un taux de disponibilité de la centrale solaire à 99% pour un coût de 37,45 milliards de francs CFA. Ce décret approuve la Convention et engage sa mise en œuvre conformément à la législation en vigueur en matière de contrats de partenariat public-privé. Toujours au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets
portant attribution chacun d'un permis de recherche minière valable respectivement pour l'or à la société Yesati Gold Resources SARL dans le département d'Abengourou et pour le nickel, les terres rares, le cobalt, l'or et le chrome à la société Ivoire Gold SARL, en abrégé Ivo Gold SARL, dans le département de Ouangolo-Dougou. Ces permis de recherche sont délivrés conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Leur durée de validité est fixée à 4 ans. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la plateforme nationale sur la finance durable en application de l'accord dénommé Facilité pour la résilience et la durabilité FRD, conclu en mars 2024 avec le Fonds monétaire international, le FMI. Et ce, afin d'accélérer la mise en œuvre des réformes structurelles majeures en matière de politique climatique. Cette plateforme est chargée de la coordination des financements verts et durables. Elle intègre spécifiquement le développement d'une architecture nationale de l'information financière verte, la mise en place d'une taxonomie de transition et d'une tarification carbone appropriée ainsi que le développement d'un cadre de suivi des financements verts à travers l'outil de mesure de notification et de vérification pour la finance verte. Au titre du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, en abrégé ANSSI. L'ANSSI, c'est le nouvel organisme national dédié à la cybersécurité. Cette agence concentre toutes les attributions anciennes dévolues aux différentes structures de la lutte contre la cybercriminalité, de sécurité et de protection des systèmes informatiques. Elle a la charge de la mise en œuvre des plans d'action, de la coordination et de la gestion des crises de cybersécurité, de la coordination des actions de protection des infrastructures critiques et des systèmes d'information publics et privés, ainsi que du pilotage des processus de prévention, de protection, de surveillance, de détection et de réponse aux incidents. Au titre du ministère de la Culture, de la Francophonie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 4 décrets. Le premier décret fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Centre national des arts et de la culture, en abrégé le CENAC. Le deuxième décret porte sur la création, les attributions, l'organisation et le fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif, social, culturel et environnemental dénommé Commission nationale de la francophonie, en abrégé CNF. Le troisième décret fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Office ivoirien du patrimoine culturel, en abrégé OIPC. Et le quatrième décret, enfin, adopté par le Conseil, porte sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Palais de la Culture Bernard Blin Dadier, en abrégé PCBD. Ces différents décrets concourent à mettre en cohérence l'organisation et le fonctionnement de ces différentes structures avec les exigences de la réforme que porte la loi du 14 août 2020 fixant les règles générales relatives aux établissements publics nationaux et portant création de catégories d'établissements publics. S'agissant spécifiquement de la Commission nationale de la francophonie, la CNF donc,
Elle connaît une précision de sa nature juridique. Elle devient désormais un établissement public à caractère administratif, social, culturel et environnemental, avec une pleine autonomie de gestion administrative et financière. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, chers internautes, aborder donc le point des communications qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. J'en ai cité 6. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, le Conseil a adopté une communication relative à la mise en œuvre du programme social du gouvernement, PS-Gouv, à fin septembre 2024, qui met en évidence des progrès importants réalisés dans plusieurs secteurs. Ainsi, dans le secteur de la santé, 708 606 enfants ont été vaccinés gratuitement contre la Penta 3 et 6 081 756 enfants contre la rougeole-rubéole. 266 687 enfants de 0 à 4 ans et 30 580 femmes enceintes atteintes de paludisme ont bénéficié gratuitement d'un traitement antipaludique, tandis que 364 017 femmes enceintes ont reçu gratuitement des kits d'accouchement et 3 716 ont bénéficié d'une césarienne gratuite. Concernant la jeunesse, 74 687 jeunes ont été insérés dans différents programmes, parmi lesquels 4 322 ont été pris en charge dans le cadre du service civique. De plus, la réhabilitation de 8 établissements de l'enseignement technique est quasi achevée et la construction de 7 nouveaux établissements est en cours. En matière de transferts sociaux, 205 000 ménages ont bénéficié d'une allocation trimestrielle au titre des filets sociaux. Ainsi, à fin septembre 2024, le taux d'engagement global du PS-Gouv est de 67,18%, représentant 792,7 milliards de francs CFA pour un taux de décaissement de 66,88%, soit 789,1 milliards de francs CFA décaissés sur un montant de 1179,9 milliards de francs CFA prévus au budget du PS-Gouv. Au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative au bilan d'opération de contrôle électronique de présence au titre de l'année 2023. L'opération a porté sur une population cible de 251 426 fonctionnaires et agents de l'État, avec pour objectif de mettre à jour la base de données des fonctionnaires et agents de l'État en matière d'occupation de postes de travail, de structures d'affectation et de localisation géographique. Les conclusions de cette opération attestent de la présence au poste de 249 549 agents. En revanche, 1877 agents se sont révélés absents ou non contrôlés en dépit des différentes étapes de rattrapage dans la phase de contentieux ouverte pour traiter les diverses situations litigieuses observées. Ces agents ont fait l'objet de mesures immédiates, notamment la suspension de soldes qui leur ont été notifiées par voie de communiqué. Les fonctionnaires et agents de l'État concernés peuvent encore saisir le Conseil de discipline pour l'analyse et le rétablissement éventuel de leur situation. La deuxième communication est relative, quant à elle, au compte-rendu de la grève observée par certains syndicats du 15 au 17 octobre 2024.
L'appel à la grève a été lancé et maintenu par certains syndicats représentant les secteurs de la santé et de l'éducation-formation, en dépit des négociations ouvertes par le gouvernement à travers le ministre chargé de la fonction publique et des réformes et des formes légales prescrites par la loi du 11 septembre 1992 sur la grève dans les services publics. Les mesures préventives prises par le gouvernement ont permis de minimiser les effets perturbateurs de la grève et ont pu garantir la protection et le fonctionnement des services publics impliqués. Toutefois, compte tenu du caractère illégal de ce mouvement de grève et en application de la loi surmentionnée, les meneurs principaux, les meneurs principaux, au nombre de 26, ont vu leur salaire suspendu dès ce mois d'octobre et les autres participants ont subi une retenue sur salaire équivalente aux 3 jours de grève. Sans préjudice des poursuites pénales, dont sera saisi le procureur de la République pour les auteurs d'actes de violence et de destruction de biens publics ou privés, la procédure disciplinaire sera déclenchée contre les meneurs de cette grève illégale dès la semaine prochaine. Par ailleurs, le Conseil a instruit le ministre chargé de la fonction publique et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions idoines pour analyse et prise en compte des recommandations issues du séminaire tenu du 24 au 26 octobre 2024 dans le cadre de la reprise du dialogue social. Au titre du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a entendu le compte-rendu de la participation de la Côte d'Ivoire aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, tenues du 21 au 26 octobre 2024. Une délégation conduite par la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement a pris part à ces assises qui ont mis en relief la résilience de l'économie mondiale et le positionnement de l'Afrique dans les réformes en cours au niveau des institutions de Bretton Woods, avec la création de la 3e chaise au conseil d'administration du FMI. Relativement à notre pays, ces assises ont permis de faire le point de la performance du programme économique et financier et de la facilité pour la résilience et la durabilité, ainsi que de la table ronde sur le financement de l'action climatique en Côte d'Ivoire. Les performances économiques nationales ont fait l'objet d'une attention particulière de la part du FMI, du groupe de la Banque mondiale et de l'ensemble des acteurs du secteur privé rencontrés qui ont salué les progrès importants enregistrés. Cette mission a été marquée par la signature de 2 accords de financement, dont l'un avec le fonds de l'OPEP pour un montant de 39,3 milliards de francs CFA et l'autre de 2,7 milliards de francs CFA avec le Millennium Challenge Corporation, le MCC. Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, le Conseil a adopté une communication relative à l'état d'avancement du programme Emploi Jeunes et de développement des compétences 3, le PGDEC, donc phase 3, au 30 septembre 2024. Le PGDEC 3, conçu sur la base des acquis des phases précédentes du projet, vise à intensifier et à étendre le programme de développement des compétences et de l'insertion des jeunes. Il cible 102 000 jeunes bénéficiaires directs et plus de 300 000 bénéficiaires indirects pour un montant global de 86,7 milliards de francs CFA. Au 30 septembre 2024, 41 882 bénéficiaires ont été enregistrés,
soit un taux de réalisation de 81,64% par rapport à l'objectif cumulé de 51 300 jeunes prévus à fin décembre 2024. Dans le cadre de la composante décentralisation de l'accompagnement des jeunes à l'insertion professionnelle à travers la maîtrise d'ouvrage déléguée aux régions et districts, 68 000 jeunes bénéficiaires ont été enregistrés dans les localités rurales et périurbaines des 24 régions et districts cibles du projet pour un montant de 17,4 milliards de francs CFA. Relativement à la composante transition, formation, emploi, 5 120 jeunes ont été pris en charge, dont 3 257 placés en apprentissage dans les entreprises et chez les maîtres artisans en milieu urbain et 1 853 placés en stage de qualification dans les entreprises, soit un taux de réalisation de 33% par rapport à l'objectif global de 15 500 jeunes prévu au 31 décembre 2024. Au 30 septembre, le montant des ressources décaissées pour la mise en œuvre du projet s'élève à 43,2 milliards de francs CFA, soit un taux de décaissement de 49,9%. Au titre du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, le Conseil a adopté une communication relative au rapport annuel sur l'évaluation de l'état d'avancement de l'action climatique en Côte d'Ivoire. Ce rapport, qui couvre la période allant de l'adoption de l'accord de Paris en septembre 2024, présente l'état de la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national, les impacts néfastes croissants du changement climatique sur notre environnement, notre économie et nos communautés. Il met l'accent sur les efforts consentis par le gouvernement à travers l'adoption de politiques et de stratégies en matière de lutte contre les changements climatiques, le renforcement des capacités, le développement des infrastructures résilientes et la promotion d'énergies renouvelables avec la mise en œuvre d'environ 270 projets, dont 90 en adaptation et 180 en atténuation dans les différents secteurs de la vie socio-économique de notre pays. Cette dernière communication met un terme aux points qui ont été adoptés au cours de ce Conseil. À titre de divers, le Conseil a été informé que dans le cadre de la COP 29, Monsieur le vice-président de la République conduira une délégation à Bakou, en Azerbaïdjan, du 10 au 15 novembre 2024. Le prochain Conseil a donc été de ce fait placé au 20 novembre 2024. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Vous connaissez la procédure. Sur le Conseil, dans un premier temps, et dans un second temps, des questions d'actualité, s'il y en avait éventuellement. Monsieur le ministre. Donnez-moi juste une seconde que je prenne de quoi noter. Merci, je vous en prie, allez-y. Je suis Paul Kwaku du quotidien Le Mandat. Ma question est relative à la suspension des salaires des grévistes des 25 mineurs. Combien de temps durera cette suspension? J'ai dit donc dans le compte-rendu que j'ai fait que dès la semaine prochaine, donc les dispositions administratives seront prises, notamment une convocation devant le Conseil de discipline, et c'est le Conseil de discipline qui va décider donc de ce qu'il adviendra.
Pour le moment, c'est une mesure conservatoire qui a été prise. C'est seulement quand le Conseil de discipline va se prononcer que l'on pourra dire exactement combien de temps durera cette sanction. Je ne peux pas anticiper sur les décisions du Conseil de discipline, mais vous savez bien que tel que ça a été lu dans le compte-rendu, cela se fera sans préjudice, donc des poursuites pénales qui peuvent être engagées. Donc vous comprenez bien que ça peut aller jusqu'à la radiation. Alors, bonjour Monsieur le Ministre, je suis Jean-Mélène Biti de Radio de la Paix. Alors, Monsieur le Ministre, toujours sur la suspension et les ponctions sur les salaires des mineurs et des grévistes. Cette semaine, la semaine écoulée, on a vu que la ministre de la Fonction publique et celle de l'Éducation nationale ont parlé avec ces grévistes-là, ces mineurs-là, qui ont dit qu'ils étaient ouverts au dialogue et aux discussions. Est-ce que prendre encore ces mesures, je dirais, qui sont un peu dures, est-ce que ça ne va pas aggraver encore la situation dans ce secteur-là? C'est un secteur, je dirais, quand même stratégique vu le monde que contient ce secteur-là. Maintenant, la deuxième question, c'est sur la dissolution des syndicats, des associations d'étudiants à caractère, je veux dire, syndical. Est-ce que, avec cette dissolution-là, ce n'est pas aussi faire entorse aux droits de ces élèves et étudiants qui ont droit aussi à des associations pour défendre leurs droits? Merci. Merci. Sur la première question, je n'ai peut-être pas saisi qui est ouvert au dialogue. Ce sont ceux qui font la grève ou bien c'est le gouvernement? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que des personnes qui sont en tout état de cause, en pleine violation des textes, peuvent prétendre que ce sont elles qui sont ouvertes au dialogue. Ce n'est pas parce que le gouvernement tend la main que l'on va prendre cela pour de la facilité, pour de la faiblesse. Je suis désolé. Il y a un cadre qui a été défini. Ces sanctions ont été prises à partir d'une loi qui date de 92. Et nous avons cité la loi. C'est l'application de la loi. Il n'y a rien de dur. Ils sont allés en grève illégale en connaissant les textes. Ça s'appelle de la responsabilité. Il faut assumer les actes. Donc voilà ce que je peux dire. Je pense que c'est plutôt le gouvernement qui est ouvert au dialogue. Et d'ailleurs, ce que vous devez savoir, c'est que dans le cadre du dialogue social, il y a des rencontres quinquennales qui sont prévues. Et des gens décident d'aller en grève en violation du dialogue social. Mais malgré cela, le gouvernement accepte de discuter avec eux alors que tout cela devait être fait dans le cadre du dialogue social. Vous avez suivi la sortie dans les médias d'un des signataires du dialogue social qui faisait savoir que ce mouvement n'avait rien à voir, en gros, avec le dialogue social, qu'il ne devait pas remettre en cause ce dialogue social. Oui, le gouvernement tend la main. Oui, le gouvernement est ouvert à la négociation. Mais oui, le gouvernement fait appliquer aussi les textes et les lois dont le pays s'est doté. Cette grève, nous ne le répéterons jamais assez, était illégale et en la matière, il y a des textes qui sont prévus. Il n'y a rien de dur, il y a juste l'application des textes et il faut qu'on accepte dans ce pays-là que pour une fois, on applique les textes. La dissolution, est-ce que ce n'est pas une entrave à la liberté d'association? Non du tout. Je pense qu'il y a un texte qui régit donc, la création des associations. On dit seulement que les associations de type syndical sont dissoutes. À partir de ce moment, toutes les autres associations peuvent exister, mais pas des associations de type syndical pour les raisons que nous connaissons et sur lesquelles je ne souhaiterais pas revenir. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je suis Jules Ejenda de artici.info. Monsieur le Ministre, tout à l'heure, vous avez évoqué le changement de statut du secrétariat à la francophonie. C'est bien ça? Bon, je voulais savoir, est-ce la raison pour laquelle la secrétaire générale nommée
depuis il y a 3 ans, n'a pas encore reçu d'émolument? Si c'est non, pourquoi? Est-ce que c'est une promotion ou bien une sanction pour elle? Ce n'est ni une promotion ni une sanction. Cette structure change de statut. Aujourd'hui, elle a son autonomie de fonctionnement. Donc, ça veut dire que toutes les questions budgétaires seront réglées donc, dans ce cadre-là. Bien, nous n'avons plus de questions sur le Conseil. Bien, je suis disposé à prendre maintenant des questions d'actualité, si éventuellement il y en avait. Bon, je vois qu'il y en a, ok. Alors, Monsieur le ministre, c'est toujours Jean-Mélène Biti de Radio de la Paix. Monsieur le ministre, il y a certains partis politiques qui, représentés au Parlement, qui disent qu'ils n'ont pas encore reçu leur subvention concernant les financements des partis politiques. Alors, est-ce qu'on peut avoir des éclairages dessus? Votre question donne même une partie de la réponse. Ils n'ont pas encore reçu. Ils recevront puisque les subventions ont toujours été payées jusqu'à ce jour. Donc, il faut accepter que les pratiques budgétaires prennent leur temps et que ces financements-là soient mis en place. Mais il n'y a aucune intention donc, de ne pas appliquer les textes dont le pays s'est doté. Les subventions seront payées. Il s'agit du financement des partis politiques, c'est de cela que vous voulez parler. Le RHDP même en bénéficie aussi. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne les paye pas. Bonjour, Mariette Touba pour l'agence France Presse, AFP. Y aura-t-il des commémorations 20 ans après les bombardements de Bouaké et les manifestations qui ont été réprimées? Si oui, quelles commémorations? Et sinon, pourquoi? Merci. Bien, les événements de Bouaké sont des événements tristes que nous avons tous vécus. Je voudrais rappeler que ces événements ont engendré des morts d'hommes, notamment 10 personnes, dont 9 Français, si mes souvenirs sont exacts, et un Américain. Donc, que la France organise des commémorations, je peux le comprendre, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire devrait organiser donc, la commémoration de décès donc, de personnes françaises. Évidemment, si l'ambassade de France décide d'organiser quelque chose, nous nous associerons très certainement parce que ces événements tristes se sont passés donc, dans notre pays. Pour ce qui est de la répression dont vous parlez, là aussi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'à un moment donné où l'État a pris ses responsabilités pour pouvoir donc réprimer certaines manifestations, devrait les commémorer. Je n'ai pas bien saisi la question. Je posais cette question-là pour les manifestations parce qu'il y a eu des morts ivoiriens. Donc, oui. Voilà. C'était pour ça que je demandais s'il y avait une commémoration. Ceux qui ont mis ces enfants dans la rue pourront très certainement commémorer cet événement, mais ce n'était pas la responsabilité de l'État à l'époque. À ce pupitre, je représente l'État. Donc je parle au nom du gouvernement et le gouvernement n'a pas envoyé des gens à manifester contre les portes françaises. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Hervé Podian pour le journal Soir Info. Ma question a trait à la situation de Laurent Gbagbo. Sa réinscription ou son retrait sur la liste électorale continue de faire débat. Lundi dernier, Kone Katinan Justin a brandi la décision de justice qui condamne Laurent Gbagbo à 20 ans de prison. Et il dit que nulle part le juge n'a prononcé la déchéance de ses droits. Alors, il se réfère à la récente sortie du président de la CEI, qui dit qu'il détient une liste de personnes que le gouvernement lui a transmises pour les radier de la liste électorale. Alors, vous, le gouvernement, qu'est-ce que vous dites de cette situation-là?
où se trouve la vérité? Parce que M. Katinan indique qu'il y a quelqu'un qui cache la vérité et la personne sera retrouvée. Merci. Merci bien. Moi, je ne suis pas un expert en droit, mais j'ai cet avantage d'être entré en politique très tôt et donc d'être contemporain de beaucoup d'événements qui se sont passés dans ce pays. La loi électorale prévoit deux catégories, je dirais, de personnes qui ne peuvent pas être inscrites sur la liste électorale. Il y a les personnes qui sont frappées d'incapacité. Ce sont les mineurs, par exemple. Ou alors des personnes qui ont été déchues de leur droit de vote par une décision de justice. Effectivement, c'est prévu. Ça, c'est les cas d'incapacité. Il y a bien sûr d'autres cas d'incapacité, mais je voudrais m'arrêter à ces deux cas. Mais cette loi électorale prévoit aussi ceux qui ne peuvent pas être inscrits ou qui doivent en être radiés pour indignité. Et ceux qui doivent en être exclus pour indignité, c'est, comme son nom l'indique, des gens qui ne sont pas dignes de figurer sur la liste électorale. Ce sont des personnes qui ont été condamnées à des peines de prison ferme, des peines sans sursis, pour certains crimes et notamment pour certains délits comme escroquerie, détournement de deniers publics, faux usage de faux, corruption, etc. Dans le cas d'espèce, nous savons tous que celui dont M. Kone Katinan parle a été condamné. Nous savons également qu'il a bénéficié d'une grâce et non d'une amnistie. Mais en même temps, je voudrais rappeler que ce texte a été adopté en 2000. Nous savons qui était au pouvoir en 2000. Bonjour, Monsieur le ministre. Jules Eugène pour RTCI.info encore. Monsieur le ministre, je voudrais vous dire merci parce qu'il y a 2 semaines, nous étions ici, nous avons évoqué une situation de la population de la sous-préfecture de Tanguélan par rapport à la CIE. Il y a eu un début de solution, sauf que la solution proposée semble ne pas répondre au programme du gouvernement, au programme social. C'est-à-dire des gens qui devraient, alors que l'abonnement oscille entre 150 et 180 000 francs. Aujourd'hui, après cette année, la population estime qu'on leur demande encore de payer plus de 150 000 pour d'autres, 200 000, 300 000 encore pour que cet abonnement soit rétabli. Ou bien que ces personnes payent la moitié d'abord avant qu'on ne rétablisse leur compteur. Une fois rétabli, on leur demande encore de payer le reste en 2 mensualités, alors qu'il reste encore 3 ans selon le programme qui avait été soumis. Est-ce que vraiment la vérité avait été dite à la population lors de ces branchements, ou bien il y a quelque chose que l'on doit faire encore? Merci, Monsieur le ministre. Vous savez, nous sommes transparents dans tout ce que nous faisons et je ne crois pas que la vérité n'ait pas été dite. Le gouvernement a lancé un programme social d'électrification dans le cadre de son programme électricité pour tous. Donc là-dessus, je reste convaincu que tous les messages sont passés comme ils devraient l'être. Maintenant, vous évoquez un problème spécifique de Tanguéla. Je remonterai l'information donc au ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, mais c'est juste un problème spécifique. Si vous regardez toutes les localités que compte la Côte d'Ivoire, si ce problème était général, je pense que c'est toutes les localités qui auraient signalé cette préoccupation-là. Là, pour le moment, vous l'avez dit, ça fait 2 conseils. Il s'agit de Tanguéla. On va remonter une fois de plus l'information au ministre donc, des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Je suis heureux que vous ayez dit qu'un début de solution est en train d'être trouvé. Je comprends que cette solution soit onéreuse pour les populations. Nous sommes dans la Côte d'Ivoire solidaire. Je suis persuadé qu'une solution sera trouvée avec notamment le concessionnaire donc, de l'électricité, qu'est la compagnie ivoirienne d'électricité.
Bonjour, Monsieur le ministre. Koné Suleiman, journaliste à Kouassi.com. Monsieur le ministre, la Côte d'Ivoire a été mise sur la liste grise de la GAFI selon le PPACI. Et cette inscription serait due à une carence du gouvernement, du pouvoir actuel. Quel commentaire faites-vous? Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt la position donc du porte-parole du PPACI sur cette question. Vous savez, régulièrement à cette tribune, j'essaie de faire comprendre qu'on ne fait pas la politique avec tout. On ne fait pas la politique partout. Il est bien dommage que l'on veuille chercher à exploiter une pareille situation qui, au contraire de ce que les hommes politiques veulent en faire, est un encouragement pour notre pays. Nous avons lu le communiqué du GAFI. Comme je m'attendais à cette question, je suis venu avec ce communiqué. Je ne vais pas vous le lire entièrement. Je vais juste vous lire un petit passage, puisqu'il y a des rapports qui sont faits régulièrement dans le cadre du GAFI, ce qu'ils appellent les rapports d'évaluation mutuelle, et le dernier rapport d'évaluation donc de la Côte d'Ivoire date de 2023. Je vous donne lecture, le passage n'est pas long du tout. Depuis l'adoption de son rapport d'évaluation mutuelle, REM, en juin 2023, la Côte d'Ivoire a réalisé des progrès significatifs sur plusieurs des actions recommandées dans le REM, notamment en renforçant son cadre juridique de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par d'importantes modifications législatives et réglementaires, en actualisant les analyses de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme par l'élaboration de rapports de typologie sur les infractions sous-jacentes à plus haut risque, en renforçant les ressources humaines et techniques de la CENTIF et des procureurs et en rendant opérationnelle l'agence en charge de la gestion des biens saisis et confisqués. C'est un encouragement. La Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès. La Côte d'Ivoire a adhéré à ce processus et la Côte d'Ivoire entend remplir tout ce qui lui est demandé, toutes les conditionnalités. Je voudrais rappeler qu'il y avait 82 indicateurs. C'est 14 que nous n'avons pas encore atteints et on nous donne 2 ans pour les atteindre. Ces 14 sont, je peux en citer quelques-uns rapidement, l'amélioration de la supervision basée sur l'analyse des risques, mais ça, c'est les organes communautaires qui s'en chargent, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Je parlais notamment donc de la BCAO. Renforcer les mesures correctives à prendre suite aux missions des autorités de contrôle. Donc, chaque fois qu'il y aura des mesures qui seront prises, qui seront demandées donc par les autorités de contrôle, on nous demande donc de les exécuter. Mais on a montré que sur 82, on a déjà rempli 68, je dirais. Il nous en reste donc 14. Démontrer au moyen d'études de cas, de statistiques, une augmentation soutenue des enquêtes et des poursuites des différents types de blanchiment. Bon, chaque fois qu'on va prendre des cas, il faudrait que ça figure dans nos statistiques et que l'on puisse le démontrer. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Remédier aux lacunes résiduelles. J'aime bien le mot résiduel. Ça veut dire qu'on a fait beaucoup, mais il en reste encore quelques-unes. Remédier aux lacunes résiduelles en matière de conformité dans le cadre juridique et institutionnel pour la mise en œuvre des sanctions financières ciblées. C'est des mesures comme ça qu'on nous demande. Je ne dirais pas qu'elles sont mineures, mais nous avons fait beaucoup d'efforts et ces efforts ont été salués. En outre, la sortie qui a été faite est en contradiction totale avec les performances de notre pays. Je viens de dire qu'aux assemblées générales du Fonds monétaire et du groupe de la Banque mondiale, notre pays a été félicité. On a même demandé à certains de nos ministres de venir exposer pour montrer nos recettes. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le ministre de la Santé, le ministre du Budget et des Finances. Bon,
Ailleurs, on félicite nos performances économiques. Et puis chez nous-mêmes ici, on a certains qui veulent, sur une décision qui est juste provisoire et qui est même présentée comme un encouragement à faire mieux, on veut ternir l'image du pays. C'est sorti en contradiction totale avec les agences de notation qui récemment encore ont attribué donc les meilleures notes à notre pays. Donc vous voyez, on ne fait pas la politique partout. On ne fait pas la